Merci de nous rejoindre. Donc, vous êtes bien dans Direct Matin sur New World TV. Donc, aujourd'hui, notre sujet du jour, c'est l'asthme. Comment gérer les crises d'asthme? Qu'est-ce que c'est que l'asthme? Nous avons avec nous aujourd'hui le docteur Komlan Médecin, qui est médecin généraliste, donc qui nous a expliqué un petit peu comment, c'est quoi l'asthme et qu'est-ce qui provoque l'asthme. Et ainsi de suite, on va continuer donc dans les questions. Donc, docteur Médecin, donc on a parlé un petit peu là des traitements, donc on a montré un petit peu comment utiliser la ventoline, et puis il y a d'autres méthodes aussi que vous avez citées. Donc la question est est-ce que l'asthme se guérit? D'accord, c'est une question habituellement que les gens posent parce que le patient parfois il est dépassé. Il se dit pourquoi tout le temps il doit faire des crises. Donc il se demande qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir arrêter la maladie. Mais vu qu'il y a une position génétique qui est là, ça veut dire qu'il va falloir aller modifier le gène. On n'a pas ce traitement actuellement. Donc, l'asthme ne se guérit pas. L'asthme se contrôle habituellement, ce qu'on dit. Mais ça se contrôle jusqu'à une telle manière où tu peux faire peut-être une crise par 6 mois si tu contrôles bien les facteurs favorisants. Donc, voilà, l'asthme ne se guérit pas, l'asthme se contrôle plutôt. Et c'est quoi les conséquences de cette maladie? D'accord. Là, on va encore revenir au niveau de la physiopathologie. La physiopathologie nous disait que lorsque la trachée est de 2 mm et avec l'asthme, ça se comprime à 1 mm. Imaginez quelqu'un qui fait peut-être 3 crises par semaine. C'est énorme. Voilà. Ça veut dire que sa trachée se contracte de 1 mm, de 1 mm. Par arriver à un moment, la trachée va prendre la forme de 1 mm. Et ça veut dire que la personne va manquer d'air tout le temps. Et cette personne-là, habituellement... C'est-à-dire la trachée peut rester sur la forme de 1 mm. Et ça dérange beaucoup le patient parce que le patient n'arrive plus à respirer normalement. Et ce patient sera peut-être sous oxygène à vie, ou bien pendant longtemps, ou sous nébulisation pendant longtemps. Et il sera peut-être alité, ou bien il sera peut-être alité, mais bon, semi-alité avec son appareil à déambuler, etc. etc. Moi, j'ai eu à voir 2 patients, c'était pas du tout joli à voir. Et c'était dû à la non-observance du traitement qu'on avait mis, du traitement de fond qu'on avait mis, en fait. Donc, c'est vraiment important d'observer et d'écouter les consignes du médecin lorsqu'on est asthmatique, en fait. De ne pas faire n'importe quoi, de ne pas vivre comme tout le monde, parce que tu n'es pas tout le monde. Tu as une maladie aussi particulière. Donc, essayer de vraiment faire attention aux facteurs favorisants. Donc, les conséquences, aussi, habituellement, lorsqu'il y a souvent ce problème-là, lorsque le poumon se contracte, ça arrive parfois que l'air entre dans le poumon. Oui. Et là, vous faites un pneumothorax. Le docteur Féchard sait très bien avec moi qu'un pneumothorax, c'est une urgence vitale. Tu n'agis pas dans les brefs délais. Et ça, qu'est-ce que c'est exactement? Le pneumothorax, c'est que l'air entre dans le poumon. Le poumon, c'est de l'air. Et ça provoque quoi? D'accord. Lorsque l'air entre dans le poumon, ça bloque carrément toute l'activité du poumon. Le poumon ne fonctionne même pas. C'est le poumon qui nous change. Et bon, on a appris au CM2 que l'oxygène, le dioxygène, le dioxyde de carbone, le CO2, etc. Le sang amène du CO2, le poumon lui donne de l'oxygène. Lorsque il y a de l'air ou de l'eau dans le poumon, cette activité est bloquée. Vous voulez dire dans la cavité thoracique? Dans la cavité thoracique. Dans la cavité thoracique plutôt. C'est-à-dire que l'air, au lieu d'être dans les poumons uniquement, sort en dehors des poumons. En dehors des poumons. Donc, entre maintenant la cage thoracique, le contenant, et le contenu, maintenant, il y a de l'air qui circule. Le contenant qui est le poumon et la cage thoracique, maintenant, il y a de l'air entre les deux. Voilà. C'est ce qu'on appelle le... Voilà. Là, vous avez les poumons et vous avez en fait autour des poumons ce qu'on appelait la plèvre. En fait, cette plèvre n'est pas totalement collée au poumon. Oui. Il y a un espace virtuel. Donc, maintenant, dans le pneumothorax, c'est dans cet espace maintenant que vient se localiser l'air. Donc, on parle de pneumo comme air, thorax. L'air dans le thorax même, en fait. Ce qui n'est pas bon du tout. Ce qui n'est pas ça bloque toute l'activité du thorax. Voilà, ce n'est pas fait. Donc, vous voyez que peut-être au cours de ce pneumothorax, la personne va se tordre de douleur au niveau du thorax. La personne aura des difficultés à respirer, peut-être un peu plus chez les asthmatiques. Et bon, voilà, c'est tout ça qui fait le pneumothorax. Mais le diagnostic est fait à la radiographie. Donc, on demande un cliché des poumons du thorax. Et on voit qu'en dehors des poumons, il y a de l'air dans la cage thoracique elle-même. Donc, c'est un peu ça. Et il faut faire sortir l'air là. Donc, le diagnostic doit être fait précocement pour pouvoir agir précocement également.
Rapidement. Mais oui, mais c'est ça, quand vous avez comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut bien leur préciser que quand ça se manifeste comme ça, il ne faut pas laisser traîner, il faut vraiment bien utiliser vos traitements, parce que si vous n'arrivez pas à le faire, allez consulter, allez revoir un peu votre médecin traitant pour lui expliquer que ça ne fonctionne pas, pour qu'on puisse vous expliquer, qu'on puisse vous montrer. Parce que là si ça s'aggrave, comme on l'a dit tout à l'heure, après, ça veut dire que les branches, c'est ça, se rétrécissent, et qu'après, vous ne voyez pas vous balader avec une machine sur le dos pour respirer à vie, comme ça. Non, il faut vraiment, vraiment prendre ça au sérieux, parce que ça arrive à tout le monde, et ça arrive à n'importe quel moment de la vie, comme on l'a dit tout à l'heure, docteur. Donc, il ne faut pas négliger ça. Non. Du tout. Mais il faut aussi noter qu'il y a une complication un peu grave que l'on appelle l'asthme aigu grave. Effectivement. C'est une complication très aiguë qui survient, c'est-à-dire qui succède à la crise d'asthme si elle n'est pas prise en charge. Et elle peut donner la mort, en fait. D'accord. En fait, l'asthme ne tue pas le patient, mais ce sont ces complications qui arrivent à gérer. Voilà. Docteur Fessal, on a quelques questions de nos téléspectateurs, donc qui veulent savoir un peu plus. Donc on a Madame Afiwa. Oui. Nous avons Madame Afiwa qui veut savoir si un bébé d'un an peut être aussi asthmatique. D'accord. Normalement, non. Parce que l'asthme doit être diagnostiqué après 3 crises avant 2 ans. Avant 2 ans. Donc, c'est sur ces critères-là qu'on peut diagnostiquer. Mais bon, comme la médecine évolue toujours, on peut en arriver là pour pouvoir diagnostiquer, pour pouvoir avoir les examens paracliniques qui sont vraiment pointus pour diagnostiquer déjà l'asthme à l'âge adulte, à l'âge bébé. À l'âge bébé. Surtout que je pense qu'il y a toujours ces facteurs de prédisposition qui interviennent. Si dans la fratrie, vous avez déjà un asthmatique et dans l'ascendance également, vous avez un de vos parents qui est asthmatique, c'est clair. Énormément de maladies génétiques, franchement, il faut vraiment mesurer. C'est-à-dire faire un scanner de la tête aux pieds pour savoir qu'est-ce que l'homme a ou qu'est-ce que la femme a avant de se marier, parce que c'est beaucoup de dégâts au final. Et il y a aussi Madame Dossa qui demandait, est-ce que le parfum peut être un élément déclencheur de l'asthme? Effectivement, le parfum contient des allergènes qui peuvent être un élément déclencheur. Oui. C'est vraiment... Déjà, lorsqu'un enfant fait une bronchiolite, une fois, on proscrit déjà le parfum, tout ce qui est déodorant, tout ce qui est odeur chez ces enfants-là. Et donc ça, c'est à bannir? À bannir complètement. C'est très capital. Dans effectivement, les tactes, tout ça là. Les mesures d'hygiène sont très capitales. Chez l'adulte, l'alcool, le tabac, le chicha, tout ça là, c'est à proscrire aussi également. Oui, mais ça, c'est un peu se jeter dans la gueule du loup. Tu sais que tu es asthmatique, mais tu fumes encore. Ça, c'est vraiment... l'homme est l'homme. L'homme est l'homme, vraiment. Il y a aussi la dernière question de M. Didier qui cherche à savoir ce qu'il faut faire pour ne pas avoir l'asthme. Ce qu'il faut faire pour ne pas avoir l'asthme. Vu qu'on avait dit l'asthme, il y a une position génétique qui est tellement inclue, vous ne pouvez rien faire pour avoir l'asthme. Vous ne saurez même pas si votre partenaire a l'asthme. Parce que si un partenaire, un homme ou bien une femme qui a maîtrisé bien son asthme pendant peut-être 1 à 2 ans, qui ne fait plus de crise, vous ne saurez même pas lorsque vous êtes avec lui. Peut-être il va faire quelques crises mineures, mais ça va passer. Vu que j'avais dit que l'asthme peut s'aider même spontanément. Donc vous ne saurez pas. Donc vous n'avez pas ce pouvoir-là de prévention sur l'asthme. C'est une maladie génétique, donc vous n'avez rien à faire. Oui, mais en dehors de la maladie génétique et que les parents ne l'ont pas, mais comment il fait pour la prévention? Je ne sais pas, parce que ça peut arriver n'importe quel moment. La prévention va maintenant agir lorsque la personne est déclarée asthmatique et qui doit maîtriser sa maladie. La prévention va venir maintenant au niveau des facteurs favorisants. Je peux rebondir maintenant sur les facteurs favorisants. Les facteurs favorisants, en fait, il y a les allergènes, comme le Dr Fécha avait cité. Oui. Il y a les infections. Lorsque le patient asthmatique fait déjà une infection des voies respiratoires, même si c'est voie respiratoire haute au niveau du nez, du larynx, même si c'est au niveau des voies respiratoires basses, au niveau du poumon, le patient va être susceptible de faire en même temps une crise. Et là, ça devient maintenant une crise d'asthme aigu grave. Et c'est ça qui est grave pour le patient. Habituellement, également, il y a quelques facteurs, on dit les facteurs psychiques aussi. Il y a les asthmatiques, la crise peut survenir lorsqu'il y a peut-être un conflit familial, un conflit conjugal, etc. Un stress qui est là. Il peut faire sa crise. Bien, il y a les facteurs endocrinologiques. Il y a certains patients asthmatiques qui font leur crise après la ménopause ou bien à la ménopause.
c'est dû aux facteurs hormonaux. Ou soit ils font la crise après la grossesse, c'est dû toujours aux facteurs hormonaux. Donc ça peut venir... effectivement, et la crise peut exacerber après la grossesse ou bien à la ménopause. Ça arrive également. Donc, pour monsieur Didier qui voulait savoir comment faire pour ne pas avoir l'asthme, l'asthme n'est pas évitable si déjà dans votre ascendance, il y a des gens qui ont l'asthme. Mais ce que vous pouvez faire, c'est essayer d'éviter cet asthme. Mais tout au début, essayez également de faire un bilan prénuptial avant de vous mettre en couple. Cela vous permettra de prendre des précautions pour ne pas que vos enfants en souffrent. Parce que quand on voit un peu, on parle de tout ça, avec que ce soit la drépanocytose, que ce soit le diabète, que ce soit l'asthme, mais au final, il ne vaut même pas se marier, quoi. Oh non, il faut. Il faut. On faudra vraiment sélectionner, mais chaque femme qui n'a pas, ou chaque compagnon qui n'est pas ce genre de maladie, pour pouvoir se mettre avec. Vous imaginez un peu? Non, en fait, le problème des maladies génétiques, on ne peut pas tout le diagnostiquer. C'est ça. Lorsqu'on va compter tous les gènes. Avant le mariage, non, ils demandent avant de oui, ça c'est un bilan plus mystère pour connaître les maladies qui sont un peu graves, qui sont génétiques, qui vont compromettre un peu la vie de l'enfant. Mais bon, l'asthme ne compromet pas vraiment la vie de l'enfant si la maladie est maîtrisée. Donc, et voilà. Puis je pense qu'à la fin, ce n'est pas vraiment de ne pas se marier, mais c'est essayer de faire plutôt le rapport bénéfice-risque de votre couple. Pour voir est-ce que vous risquez plus ou vous avez plus de bénéfices, sinon c'est pas le bon, quoi. Il faut changer de partenaire. Et donc une personne qu'on voit, c'est juste pour pouvoir le répéter un petit peu, une personne qu'on voit en train de faire une crise, donc qui n'a pas son traitement sur elle, donc il faut la mettre en position demi-assise, en position demi. Bon, on dit assise et demi-assise. Oui. Donc la personne doit être assise contre un support, oui, ou bien contre une personne. Et habituellement, il faut l'ouvrir la bouche. C'est important aussi. Vu la personne va fermer forcément sa bouche. Et il manque d'air. Donc il faut ouvrir sa bouche pour pouvoir faire entrer de l'air. Et puis essayer de desserrer en fait tout ce qui peut serrer la personne. Bague, ceinture, cravate. Il faut aérer la personne. Et puis si possible même essayer de faire peut-être une ventilation. Assister, bouche, nez, bouche. Bon, on en reviendra peut-être dans un autre numéro. Donc, il faut vraiment lui faire de l'air. Effectivement. On fait détacher tous les... Effectivement. Donc, si dans une salle confinée, la personne fait la crise, on le sort de cette salle et on le met à l'air libre. Mais est-ce que la chaleur aussi... La chaleur aussi peut jouer, non? Quand il fait trop chaud. Oui, ça arrive à des asthmatiques. Et c'est dû aux allergènes également qui sont provoqués par cette chaleur-là. D'accord. Et du coup, le froid, ça aide? D'accord. En fait, le froid, tout ce qui est froid, parce que vous allez voir, lorsqu'on est dans la période de fraîcheur, on a tendance à se rétrécir, nous-mêmes à se contenir. C'est ce qui arrive au niveau des organes également. Donc, quelqu'un qui est asthmatique, déjà, il est susceptible à ce que ses bronchies rétractent comme ça. Oui. Donc, c'est ce qui arrive lorsque le moment de froid arrive. La personne fait souvent ces petites crises-là. Et aussi, à un moment de fraîcheur, il y a les moisissures, comme les acariens, qui sont vraiment abondants dans la nature également. Donc, pour chasser les acariens, il faut vraiment mettre les matelas dehors, il faut... Effectivement. Il faut sécher le plus possible. Et aussi, ce changement de température-là, c'est ce qui arrive chez les asthmatiques lorsqu'ils font l'effort physique. Oui. L'effort physique même ne cause pas de crise, ou bien n'est pas contre-indiqué chez l'asthmatique. Plutôt comme les pneumologues nous disent, c'est vraiment indiqué. Il faut vraiment que l'asthmatique fait du sport pour pouvoir faire entraîner ses... pas une course intense non plus. Non. Donc, ces changements de température-là font comprimer cette trachée-là qui vont déclencher l'asthme. Ce n'est pas l'effort physique même, c'est les changements de température qui font faire la crise asthmatique. Vous voulez rajouter quelque chose, Dr Faisal? Non, c'est bon. Dans tous les cas, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul moyen. Il y a qu'un seul moyen pour s'en sortir zen, c'est respecter les mesures d'hygiène et puis éviter tous les facteurs déclenchants. C'est très capital chez les asthmatiques. C'est capital. Voilà, pour moi, il faut aérer, sécher. Mais essayez, même si les voisins ne vont pas voir, mais au moins sortez les matelas ou les abats là et tout. Il faut tout sortir pour sécher, quoi. Parce que s'il y a des bestioles dedans, donc ça, c'est pas bon. Et évitez les parfums. Moi, je pense que mettre un déodorant ou un parfum qui vous fait éternuer, c'est que c'est pas bon. Donc voilà, écoutez, vous pouvez aussi nous laisser vos questions sur notre numéro.
numéro? Sur le 79 84 27 52. Je répète, 79 84 27 52, ou encore vous laissez sur notre page Facebook, c'est Direct Santé. Donc voilà, écoutez, un grand merci à vous, docteur Comblan. Merci parce que c'était bien détaillé, bien dit, et j'espère que tout le monde a pris note. Donc voilà, écoutez, on se retrouve demain pour une nouvelle aventure, docteur Fessal. Oui, on se retrouve demain pour une nouvelle aventure. Bye Ciao, bye. Bye bye.